Bonjour Monsieur Alain Juillet, Bonjour. merci de revenir sur Fréquence Populaire. Je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter, en tout cas à notre auditoire, tout le monde vous connaît. Vous êtes sûrement une des figures les plus éclairées et les plus éclairantes en termes de géopolitique, de renseignement, de compréhension de ce qui se passe derrière le rideau, et pas nécessairement sur le devant de la scène, où il y a beaucoup de bruit et de fureur. Alors, si aujourd'hui on vous reçoit, on vous avait reçu il y a un an, donc ça permet de faire Absolument. beaucoup de choses se sont passées en un an. Oui. Le monde change quasiment tous les mois. En tout cas, clairement, il a l'air inscrit sur un retournement complet des logiques géopolitiques qui avaient lieu avant. Est-ce que, selon vous, on entre vraiment dans une logique multipolaire, définitivement? Alors, moi, je crois qu'on l'avait vu venir, hein. On disait bien qu'on allait dans une logique multipolaire, mais c'est vrai que à l'époque, on le voyait, on constatait les prémices, mais c'était pas encore fait. Ce qu'il y a eu de fascinant depuis l'arrivée de Trump, hein, c'est qu'en quelques semaines, en quelques mois, il a complètement bouleversé le système, et effectivement, maintenant, on est dans un monde multipolaire avec certes des très grandes puissances, mais également des puissances importantes, grandes. Et on voit avec les BRICS, hein, où il y a un peu tous les niveaux, toutes les tailles entre la Chine, l'Inde, l'Indonésie ou l'Éthiopie, pour prendre le Brésil, enfin moi, des choses différentes. Mais ce qui est fascinant, c'est que tous ces pôles, et les États-Unis en sont un, tous ces pôles ont leur politique, ont leur vision des choses, et là on est vraiment dans la multipolarisation. Les gens ne veulent plus entendre parler d'une vision mondiale où tout serait imposé. C'est fini. Chacun veut vivre sa vie. Et ça me paraît pour moi fondamental. Les seuls qui ne semblent pas l'avoir compris, c'est les Européens. C'est un gros morceau quand même. Oui, mais c'est étonnant parce que ce sont les seuls qui restent actuellement avec une vision d'il y a 2-3 ans. Alors, on peut se demander pourquoi, parce que quand même, ils ont de bons services de renseignement, ils ont des gens intelligents qui réfléchissent. Pourquoi ils restent encore sur un schéma qui est maintenant complètement dépassé? Et ça, c'est une vraie question. Maintenant, quand je dis ils vont rester, pour le moment, ils restent, mais ils n'ont pas le choix. Ils seront obligés de basculer aussi. Donc, si vous voulez, c'est un combat d'arrière-garde. L'Europe, actuellement, fait un combat d'arrière-garde par rapport à un changement de tous les équilibres mondiaux. Et est-ce que c'est que les Européens? Parce qu'on a l'impression que du côté des États-Unis, c'est pas si clair. C'est qu'on a des nouvelles forces politiques menées, par exemple, par Donald Trump ou J.D. Vance, qui utilisent le terme de multilatéralisme, clairement. Tout à fait. Multipolarité. Oui, tout à fait. Mais en même temps, on a les néoconservateurs qui sont très puissants, toujours au Parlement, au Congrès, au Sénat, qui ont des figures comme Lindsey Graham ou Blumenthal ou Bacon, qui visiblement ne sont pas sortis du modèle, ou peut-être même Marc Rubio, des Affaires étrangères, qui reste dans le modèle domination du monde par les États-Unis. Continuons les efforts, camarades. Oui, alors je crois effectivement, Trump, on le voit bien actuellement, hein, Trump est en combat, mais il le savait hein, depuis le premier jour. Hein, et Trump combat sur son territoire des gens qui sont minoritaires, mais qui sont très influents parce qu'ils ont l'argent et ils ont une bonne partie du pouvoir malgré tout. Ce sont les néoconservateurs, hein, ce qu'on appelle le deep state, hein, l'État profond. Et qui, eux, ont une vision évidemment du monde, qui est une vision qui n'est pas du tout la même que celle de Trump et que celle du monde tel qu'il est. Hein. Bon, c'est clair. Et je constate d'ailleurs que les Européens ont une vision comme eux. C'est-à-dire que les Européens sont devenus néoconservateurs. Ils l'étaient sous Biden, mais ils le sont maintenant clairement. D'autant plus que c'est les seuls à pouvoir c'est les seuls qui le montrent. Aux États-Unis, c'est plus diffus quand même. Il y a des coups dans tous les sens, mais c'est un peu plus diffus. Est-ce que les États-Unis, est-ce que Trump peut perdre? Ça, c'est la vraie question. Parce qu'il a fait un pari. Et un pari interne, hein, je parle d'un pari interne, qui est pour moi fondamental pour la suite. C'est que Trump a pris le pouvoir en disant « je vais ramener du pouvoir d'achat et je vais ramener du travail aux États-Unis ». Donc,
tout son plan, en définitive, les gens qui l'ont élu, c'est les gens du Middle West, hein, c'est les gens, c'est pas les Californiens, c'est pas les New-Yorkais, hein, c'est les gens du centre de l'Amérique, Oui. qui sont tous pauvres. Parce qu'il faut bien voir que l'Amérique, ce n'est pas la Californie, où les gens ont beaucoup d'argent. Une grande disparité. Hein? Ce sont des grandes disparités économiques. Exactement, mais toujours. Eh ben, il ne faut pas oublier que les États-Unis, hein, vous avez près de 20%. Aujourd'hui, 20% de la population est sous le seuil de pauvreté. Hein. C'est quand même. Ça montre bien ce que c'est. Alors, tous ces gens-là, ils ont voté. Puis la bourgeoisie moyenne, hein, bon, elle a voté Trump parce elle espère que la situation va s'améliorer. Et elle espère qu'en faisant cette politique de retour vers l'Amérique et d'appui par tous les moyens du développement américain, il va y arriver. Le problème, c'est que si dans 3 ans, alors c'est pas au mi-terme, hein, mais dans 3 ans, quand il va y avoir de nouveau les élections, la préparation des prochaines élections présidentielles américaines, là où il aura réussi son pari, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat aura monté aux États-Unis et les gens auront du travail, et à ce moment-là, ils diront formidable, et là, c'est Vance qui sera élu, et Vance il sera élu pour 2 fois, donc ça veut dire que, allez, l'Amérique, elle est définitivement orientée dans ce cadre-là. Mais si jamais il n'y arrivait pas sur le plan économique, et bien sûr, les autres font tout pour l'empêcher, s'il n'y arrivait pas, alors là, par contre, on va revoir un retour des néoconservateurs. Donc il y a un vrai pari et un enjeu international considérable, hein, parce que selon ce qui réussit ou pas, le monde continue dans cette lancée actuelle. Ou alors, on rentre dans une période de conflit, parce que si les néoconservateurs revenaient au pouvoir aux États-Unis, on aura de toute manière le reste du monde qui aura changé. Et on aura, je dirais, l'Europe telle qu'elle est, si elle n'a pas évolué depuis, hein, mais on aura l'Europe et les États-Unis qui seront complètement en dehors du reste. Parce que de toute manière, on ne va pas échapper durant les années qui viennent, avant la réélection ou l'échec de Trump, on n'échappera pas à une redéfinition des organisations internationales. On ne peut plus continuer avec des organisations internationales qui sont totalement inefficaces. Alors l'OMC c'est fini parce que ça favorisait outrageusement les Occidentaux, donc plus personne ne va entendre parler. Mais quand vous prenez l'ONU par exemple, bon, c'était ça, quoi. Regardez, l'ONU a été incapable d'intervenir dans ce qui se passe au Moyen-Orient. L'ONU est incapable d'intervenir dans ce qui se passe en Ukraine. L'ONU est incapable d'intervenir dans ce qui se passe en Afrique avec le Congo et le Rwanda. L'ONU ne sert à rien. Donc, il va bien falloir repenser le problème. Donc, je pense que oui, on va assister maintenant à des coups de boutoir pour refaire des organisations internationales qui soient efficaces, parce qu'on en a besoin. Hein. Le monde ne peut pas survivre uniquement, ou bien c'est la loi du plus fort, comme on l'a connu, hein, la loi du plus fort, et qui gère tout, ou alors il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que, aussi bien d'ailleurs, c'est la même chose, hein, aussi bien pour l'Ukraine que pour l'Iran, on est complètement en dehors du droit international. Alors, pour des raisons, hein, mais entre parenthèses, c'est fascinant de voir combien c'est proche. Vous avez, dans les deux cas, hein, vous avez un pays très puissant militairement, surpuissant militairement, qui attaque un pays plus faible. Sur quel motif? Israël attaque l'Iran parce qu'il va avoir la bombe atomique, et la Russie attaque l'Ukraine parce qu'elle va avoir la bombe atomique de l'OTAN. Même chose. Hein? Et on dit, bon, il n'y a pas de problème, j'attaque. Mais ça, c'est une violation totale du droit international. Et si on commence comme ça, mais tout le monde peut le faire, parce que chacun, moi je vais dire le voisin à côté, il me déplaît parce qu'il mange des pommes, donc je l'attaque. Certains disent que justement c'est parce qu'il y a des guerres illégales en Yougoslavie, en Libye, en Irak. Mais c'est nous qui avons donné l'exemple. En avant. Et vous voyez, comme on disait la multipolarisation, je regardais un schéma avant-hier, très intéressant d'ailleurs, de ceux qui avaient pris parti, hein, pour l'histoire de l'Iran-Israël, ou Israël-Iran. Il y avait
ceux qui avaient pris parti pour Israël ou pour l'Iran, chez les BRICS et chez les Occidentaux. Et après, ceux qui avaient pris parti, qui avaient approuvé les Américains dans le bombardement de l'Iran. Bon, c'est clair, il y a un schéma qui est complètement séparé entre les BRICS qui, eux disent, attendez, il faut respecter un minimum, on doit respecter les règles, sinon on s'en sort pas. Et puis les autres qui disent, non, on ne respecte pas les règles, on n'a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'on a commencé depuis très longtemps. Et quand on regardez les Balkans, l'OTAN a fait la guerre sans avoir l'autorisation de l'ONU, il ne faut jamais l'oublier. Hein. On a fait la guerre dans les Balkans, et pire encore, on a violé un accord international mondial qui est sacré, qui était qu'on ne touche pas aux frontières. Hein. On a créé le Kosovo. Des frontières. Ah oui, or on a créé le Kosovo. À partir de ce moment-là, puisqu'on avait fait la guerre sans avoir l'autorisation de l'ONU, et en plus on crée un État, en démembrant un État souverain, excusez-moi, mais là on avait failli sur tout. Bon, la boîte de Pandore est ouverte. Ben oui, la boîte de Pandore a été ouverte par les Occidentaux, clairement, sur les Balkans. En l'occurrence, les Américains et ceux qui ont suivi. Bon, quand on a fait... Alors, il y a eu un autre cas aussi. La Libye, l'ONU dit, OK, vous pouvez faire un simulacre, enfin du moins exercer des pressions pour empêcher qu'il y ait un massacre qui était faux d'ailleurs, à Benghazi, puis il y avait 3 chars. C'est la résolution en 1973 de No-Fly Zone au-dessus de Benghazi. Oui. Et ben regardez le résultat. Donc, à chaque fois, on voit qu'on n'applique pas les règles, hein, et puis on s'en fout. Nous, les Occidentaux, hein, et on s'en fout. Et alors, pendant très longtemps, on a traîné pour la Cour pénale internationale et tout ça, on a créé par des dirigeants africains. Alors on les mettait en prison. Regardez Gbagbo, on l'a mis 10 ans en prison pour dire à la fin qu'il n'y avait rien. Entre parenthèses, il est gentil Gbagbo, hein. Parce qu'il n'est pas sorti comme une bête sauvage, il est sorti comme un gars très calme et très posé. Un peu comme Mandela. C'est des gens étonnants parce que ils étaient victimes d'une profonde injustice et en définitive, ils l'ont digéré philosophiquement. Mais il n'empêche qu'on mettait en tôle tous les présidents africains dès qu'il y avait la moindre violation de quoi que ce soit. Nous, on n'a jamais mis en tôle un Européen. Hein. On n'a jamais mis en tôle un Américain. Et pourtant, ils font quoi? Vous voyez, alors tout ça, ça ne peut pas continuer. On voit bien, on est à un croisement qui indiscutablement aujourd'hui, quand vous voyez le G7 qui s'est arrivé, qui est réuni, le G7, ça représente 29% du PIB mondial aujourd'hui. Avant, ça pointait beaucoup plus. Hein. 29%. Les BRICS sont beaucoup plus gros. Et puis on va le voir à la prochaine réunion des BRICS d'ailleurs. Hein. On va voir la taille avec ceux qui arrivent et tout. On va voir ça. 10 nouveaux qui demandent d'être partenaires. Mais oui, non, mais ça, pour ça, je vous dis. Malaisie, le Kazakhstan. Et puis pas les petits. Hein. Le Kazakhstan, c'est le plus grand pays de l'Asie centrale. Et puis ça marche bien. La Malaisie, ça monte en L'Indonésie, pas très loin non plus. L'Indonésie, c'est formidable. Vietnam. Oui, non, mais le Vietnam. Non, mais c'est pour ça, c'est parti. Hein. Bon. Ils sont en train de faire une organisation qui est vraiment de loin la plus puissante du monde. Et le G7, nous, on n'est plus qu'à 29%. Et en plus, quand vous regardez la répartition, dans le G7, vous avez les États-Unis qui font 51% du total, et tous les autres pays du G7 qui font 49%. Non, il a assez vite, hein. Et justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce que le G7 fonctionne comme un bloc, c'est un bloc occidental, sous domination des États-Unis. Alors que les BRICS... mais c'est pas du tout ça, les BRICS. Les BRICS, il y a une vraie discussion entre eux. Hein. Entre l'Inde et la Chine, entre la Russie et la Chine, le moins qu'on puisse dire, c'est que, bien sûr, ils sont dans le même groupe, bien sûr, ils sont très proches, bien sûr, ils s'entraident, mais ils ne sont pas aux ordres. Hein. On voit bien tous les jours. Des accords même géopolitiques. Oui, exactement. Mais alors la question c'était, est-ce que, comme vous disiez que l'OMC ne fonctionne plus, l'ONU de facto paralysée, comme vous disiez, puisque personne n'en parle, bon, évidemment vous en parlez, c'est ce qui se passe au Congo, une catastrophe. Une catastrophe humanitaire épouvantable, c'est monstrueux. C'est le déplacement le plus important de population de la Deuxième Guerre mondiale. Exactement, c'est le plus grand, la guerre au Congo, entre le Congo et le Rwanda, c'est la guerre qui aura fait le plus de morts, entre parenthèses, le plus de femmes violées aussi, parce que là-bas, le viol est une arme de guerre, un moyen de guerre. Et il y a eu 500 000 femmes, on estime, 500 000 femmes qui sont fait violer. C'est pas rien quand même.
Et, quand Hein. on Et là, parle- personne n'en parle. Et puis 2000-2012, c'était quelques 6 millions de morts. Oui, c'est ça. On- Oui, on- c'est on est dans c'est des épouvantable. étiages, C'est épouvantable. Et là, personne n'en parle parce que comme il y a les intérêts miniers anglo-saxons, il faut dire la vérité, les intérêts miniers anglo-saxons qui sont installés au Rwanda et qui piquent les matières premières qui sont au Congo et qui, pour ça, entretiennent des troupes, des milices et autres de l'autre côté et font régner la peur. Bon, on le sait, ça fait maintenant une éternité que ça dure, hein, depuis la prise du pouvoir, en gros, hein, depuis l'arrivée de Kabila, enfin, du moins depuis l'arrivée de Kagame au Rwanda et de Kabila au Congo, l'un ayant installé l'autre. Depuis, il faut bien reconnaître hein, que la guerre est là. Et personne n'en parle parce qu'il y a des intérêts financiers, mais comme c'est nous qui avons poussé la chose, pas nous, là c'est pas les Français. Hein. Là, c'est nous, au contraire, on était les mauvais. Là, c'est les anglo-saxons, et clairement les anglo-saxons. Mais personne n'en parle, c'est une honte. Alors justement, l'ONU semble complètement à l'arrêt. Est-ce que, quand on était à Kazan pour couvrir le dernier sommet des BRICS en Russie, et là on ira à Rio pour voir la Ouais. suite sous la présidence brésilienne, on avait un sentiment que c'était un petit côté de nouvelle ONU. Une sorte de gigantesque table ronde, Oui, avec des pays, comme vous l'avez dit, beaucoup plus puissants, évidemment. La Chine est Ouais, un petit peu plus puissante que l'Éthiopie, on va dire. Mais néanmoins, ça avait cette ambiance de nouvelle ONU. Vous avez l'impression que ça nous a donné. mais je suis Est-ce que c'est d'accord, pas en mais train le de- problème, c'est que si vous voulez, c'est pour moi, hein, les BRICS sont une ONU qui n'est pas encore organisée suffisamment. Bien sûr. Certes, ils ont créé une banque des pays des BRICS avec présidée par l'ancienne présidente du Brésil, hein, et qui Dilma est Rousseff. installée en Chine, ou Dilma Rousseff, qui est installée à Pékin. Certes, ils ont fait un système pour faire du swap, comme le réseau SWIFT, et avant, l'ancien réseau Clearstream pour les Occidentaux. Hein. Eux, ils en ont fait un, toujours à Pékin d'ailleurs. Bon, mais oui, il y a des débuts, si vous voulez. Il y a des débuts. Il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils fassent un pool de monnaie. Et le jour où ils font un pool de monnaie, et c'est en cours, hein, ça commence, hein, eh ben on va voir à ce moment-là que, effectivement, en plus, le dollar est sérieusement touché. Ce que nous annonçons, mais que les gens ont encore du mal à voir. Celui qui a compris, par contre, c'est Trump, hein, parce que si vous voyez l'intérêt qu'il a pour les crypto-monnaies, c'est qu'il a compris que le dollar, bientôt, va être attaqué, mais sérieusement, par les BRICS, et que là, il va falloir trouver des systèmes de compensation, des monnaies qui permettent pour les Américains de s'en sortir. D'où l'intérêt d'où l'intérêt pour les crypto-monnaies. D'ailleurs, il me semble que même le Venezuela vend son Oui. pétrole en USDT, qui est une sorte de crypto Mais bien basée sûr. sur le dollar. Bon, on va contourner, mais en même temps, tout en étant dans le... Ben oui, mais de même que les Dans Iraniens, vous savez que le plus grand nombre de fermes à Bitcoin, vous savez, les transformations, ça consomme énormément d'énergie. Les plus grandes fermes à Bitcoin, et le plus grand nombre de fermes à Bitcoin dans le monde sont actuellement en Iran. Et oui, parce que l'Iran utilise aussi beaucoup les Bitcoins. Et les Chinois sont en train de préparer le lancement d'une monnaie nationale en Bitcoin. Hein. Alors là, ça va être quelque chose. Hein. Le Han, hein, qui va être l'équivalent de la monnaie papier classique. Hein. On va faire une monnaie en Bitcoin. Et quand ils l'auront fait, vous allez voir que tout le monde va suivre. Évidemment, tout le monde va dire, or c'est ce que font les États-Unis, qui préparent aussi. Là, on est en retard. Alors, dans ce monde en mutation, clairement, passant d'un monde ancien à un monde nouveau, évidemment, ça fait des frictions, même sévères, ici et là. Et parmi les deux frictions principales, c'est la guerre en Ukraine et la guerre en cours, où on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, l'affrontement entre Iran et Israël. Encore une fois, parce que certains ne veulent pas de ce changement du monde et donc restent dans un modèle ancien. Oui. Est-ce que vous pensez que ces conflits pourront se résoudre, ou alors est-ce que c'est la traîne du monde ancien et puis tant pis pour ceux sur qui c'est tombé, hein, en quelque sorte, ou alors ce nouveau monde, cette nouvelle organisation géopolitique va permettre de trouver des solutions pacifiques et non guerrières. Alors, moi, je ne crois pas, c'est triste de dire ça, mais moi, je ne crois pas à un monde en paix.
je pense qu'il y aura toujours dans le monde des moments de tension entre l'un ou l'autre et qui peuvent régulièrement, parce que ça touche à des intérêts vitaux, parce que c'est ou aux égaux des uns et des autres, il ne faut pas l'oublier non plus, eh bien, ça peut déclencher des guerres, ça peut... il y en aura toujours. Ben, plus ou moins grosses, de plus ou moins, enfin, et avec des motivations différentes. Donc, si vous voulez, je ne crois pas une seconde qu'on puisse arriver à un monde où tout le monde s'embrasse en disant on fait la paix partout, c'est pas vrai, ça c'est vrai. Ceci étant, alors, quand on regarde les deux guerres que vous évoquiez, la guerre, ce qui m'a intéressé ce qui m'intéresse dans celle qui a eu au nord, celle de l'Ukraine, c'est que c'est une guerre qui était parfaitement... Enfin, les motivations qui pouvaient amener la guerre étaient parfaitement connues par les deux parties. Ouais. Puisque quand Brzezinski, en 92, dans son livre, puis en 96, après, dans ses écrits, quand Brzezinski... Pardon ? Le grand échiquier. Oui, le fameux grand échiquier. Mais il y a eu une version... Oui, oui, ouais. Dans le grand échiquier, Brzezinski dit l'ennemi... Et là, on y va revenir. L'ennemi, c'est les Russes, c'est la Russie. Dans tous les pays qu'il y a autour de la Russie, il y en a un dont la frontière est à 200 km de Moscou, c'est l'Ukraine. Donc, c'est un coin dans le système russe, donc il faut y aller. Il faut absolument que nous, les Américains, nous ayons ce moyen de pression. Parce qu'évidemment, quand on met des missiles à 200 km, on n'a pas le temps de réagir quand on les lance. Ouais. Donc, c'est clair. Et ça, donc déjà, Brzezinski, lui, avait donné cette doctrine, l'ennemi, c'est la Russie, et l'endroit pour l'attaquer le mieux, c'est l'Ukraine contre les Russes. Bon. Et de l'autre côté, Poutine, qui dit en 2002, même avant, en 2002, il commence, parce qu'après, il le redit en 2009, puis il le redit en 2007, mais il l'a dit souvent, qui dit, attention, vous n'avez pas respecté vos engagements à la chute du mur et en négociant avec Gorbatchev. Vous n'avez respecté aucun des engagements que vous aviez pris. Mais nous, il faut bien que vous ayez en tête que vous avez 4 pays sur lesquels il ne faut pas toucher. La Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie, et puis, bon, non, 3 pays, pardon. Oui, Biélorussie, Géorgie, Ukraine. Ça, vous n'y touchez pas, parce que nous considérions que c'est un casus belli. Bon. Alors moi je sais pas, mais quand vous avez l'un qui vous dit attention n'y touchez pas, c'est un casus belli, et que l'autre vous dit moi je vais mettre ça à mes missiles parce que bon, bah évidemment. C'est la semaine conférence de Munich de 2007 et puis le sommet de Bucarest de l'OTAN en 2008 où vous dites si quand même on va mettre la Géorgie en Ukraine. Et vous avez Zelensky, bon qu'on est en retour quand il a été élu, qui va à Munich et qui dit là j'y étais et qui dit de toute manière, ils nous font la bombe atomique de l'OTAN pour pouvoir tenir face aux Russes. Voilà, vous dites, bah, la guerre, elle est là. Hein. Oui, c'est inévitable. Hein, c'est inévitable, à moins que chacun accepte de dire, bon, comme aucun n'a bougé, bon, la guerre est arrivée. Mais là, j'ajouterais une chose. Je voulais qu'il faut bien, je crois que c'est important, on n'en parle pas assez, ça. C'est que quand vous regardez les néoconservateurs américains, hein, vous regardez donc Brzezinski, vous regardez avant l'ambassadrice dont Védrine disait qu'elle parlait toujours d'hyperpuissance. Quand vous regardez Wolfowitz, quand vous regardez Wolfowitz, quand vous regardez Kagan, le patron des néoconservateurs, quand vous regardez sa femme, Madame Nuland, exactement, hein, qui fut ambassadrice de l'OTAN comme par hasard en Ukraine, de l'OTAN et en Ukraine. Voilà. Eh ben, quand vous voyez tous ces gens-là, ce sont tous des réfugiés qui sont venus des pays de l'Est. Tous. Hein, de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslovaquie. Tous. Donc ça veut dire que ce sont des gens, en définitive, qui se servent de l'Amérique pour se venger. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. En définitive, l'Amérique profonde, elle s'est fait manipuler par des gens qui avaient une volonté de revanche contre la Russie, en disant vous nous avez exploité, écrasé et tout, il faut vous payer. Et là, on est complètement en dehors, je dirais, des choses normales.
Hein, il faut bien tenir compte qu'on ne peut pas comprendre cet acharnement des néoconservateurs contre la Russie et en particulier l'histoire de l'Ukraine si on a ça. Ce qui est affligeant, c'est quand vous voyez que les Français, les Allemands, les Anglais, pour prendre le groupe de la résistance, comme on dit maintenant, ces gens-là, par contre, eux, ils ont pris les idéaux conservateurs alors qu'ils sont non des réfugiés de l'Est, et ils n'ont pas les moyens de faire la guerre, et de toute manière, c'est pas eux qui mettraient les missiles. Donc, on est dans le ridicule achevé, si vous n'en êtes pas, on est sorti des règles l'épure. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Alors, de l'autre côté, si on prend Israël, alors là, c'est encore autre chose, parce que moi je pense que beaucoup dans cette affaire vient de l'ego d'un homme, en l'occurrence Netanyahou, parce que celui-là, je pense que vraiment, c'est un véritable danger pour son peuple. Hein. Il fait partie de ceux qui considèrent qu'il prend des risques. Moi je pense que il a. Pour sauver sa peau. Ah oui, moi je pense que Netanyahou a réussi quelque chose de terrible, si vous voulez. C'est qu'il a fait basculer la majorité du monde contre le peuple juif. Et ça, contre les Israéliens. Et comme il y a une assimilation, avec raison, du peuple juif et d'Israël, hein, et ben le résultat, c'est qu'ils se font détester dans plein de pays dans le monde, hein, alors que je prétends que la plupart des Israéliens n'ont rien à voir avec M. Netanyahou. Mais c'est lui. Et pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il est dans une fuite en avant démentielle, une fuite en avant démentielle, parce que lui, il est poursuivi, comme vous savez, pour des raisons de justice, hein, parce qu'il a plutôt corrompu. Enfin, il semble bien, en tout cas, qu'il soit très corrompu d'après la cour israélienne. Il a 2 poursuites en Israël. Une pour corruption. Oui. Et une pour haute trahison. Pour l'affaire. Oui, tout à fait. Donc il a. Pour pénal international. Donc il sait très bien que lui, le jour où il n'est plus Premier ministre, il part en prison. Donc lui, c'est une fuite en avant qu'on continue. Et moi, je suis très intéressé de voir aujourd'hui, puisque maintenant il y a la paix. Trump a dit j'ai imposé la paix entre les Iraniens. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui va devenir, puisque déjà il n'y a plus la paix, il y a la paix avec l'Iran. Sur Gaza, qu'est-ce qui va se passer? Alors il va continuer à massacrer tout le monde à Gaza? Ça a l'air de continuer pour le moment. Hein? Le massacre continue. Oui, mais justement, mais ça a il y a une certaine limite. Et puis d'abord, de toute manière, en mettant les choses au pire, de même que je vous dirais, moi, que pour l'Ukraine, ils veulent pas négocier, eh ben les autres avancent, les Russes avancent. Ils avaient fixé comme limite les 4 provinces en disant on veut les 4 provinces pour nous. Bon, si ça continue à refuser de négocier, ce ne sera plus les 4 provinces, à la limite, ça va être le Dniepr. Hein. Ils vont reconstituer l'Ukraine d'avant 1918, quand la frontière entre la partie austro-hongroise de l'Ukraine, elle s'arrêtait au Dniepr, et la partie russe s'arrêtait au Dniepr aussi. Hein, et oui, on oublie toujours, c'est le traité de Versailles qui a rapproché les deux, hein, parce qu'on a démembré les démembrés. Pardon? Le Lviv s'appelait Lemberg. Oui, oui, mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'on aura là, alors là on voit bien. Donc en traînant, on va arriver, si ça continue, ça va se terminer de plus en plus mal pour les Ukrainiens. C'est pour ça que c'est absurde de continuer, hein, et qu'on se demande quels sont les motifs qui peuvent pousser certains à les encourager. On a l'espoir que la Russie s'effondre. Moi, quand j'entends des gens, y compris Zelensky, dire on va récupérer la Crimée, là on est dans la folie douce, quoi. Hein. C'est même plus, c'est pas sérieux. Il n'y a pas un militaire dans le monde qui vous dira pas que c'est fini. Hein? Oui, mais pourtant, il y a 1 an et demi, Emmanuel Macron a signé un accord de coopération militaire stratégique avec. Oui. Je ne sais pas si c'est stratégique ou militaire, stratégique avec l'Ukraine, où il est stipulé clairement que la France aidera à récupérer tous les territoires de 91, Crimée comprise. Oui, mais c'est là. Mais oui, mais dire que ça va être compliqué quand même. Non, mais c'est là où c'est inquiétant, si vous voulez, parce que. Vous savez, moi alors, certains m'ont valu d'être accusé d'être pro-russe, d'ailleurs, mais je m'en fiche, c'est pas mon problème. Moi, j'essaie d'être factuel et rationnel. Quand, 2 mois après le début de la guerre, les Russes avaient négocié la paix avec
c'est maintenant prouvé, hein, le Washington Post, les journaux américains ont tout raconté, les Anglais aussi, donc maintenant ça y est. À l'époque, quand on disait ça, on disait c'est un mensonge, non, maintenant tout le monde sait que c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'il demandait? Je vous rappelle l'accord. L'accord qui avait été passé, c'était pas d'OTAN en Ukraine, ça c'était clair, la Crimée pour la Russie, et les 4 provinces réellement autonomes, c'est-à-dire protégées, qu'elles pouvaient parler russe, puisque Zelensky avait interdit, mais dans l'Ukraine, les 4 provinces d'Ukraine, elles pouvaient parler russe, elles avaient un traitement, mais en restant ukrainienne. Hein, c'était une autonomie, c'est pas une partition, hein, c'était une zone plus autonome avec sa spécificité. Johnson va voir Zelensky et c'est une connerie, il ne faut surtout pas accepter ça, on continue la guerre, on va la gagner. Ok. Bon, 3 ans après, on est dans la situation où maintenant ils occupent pratiquement, ils avancent tous les jours, ils occupent pratiquement toutes les 4 provinces. Bon, la Crimée, on n'en parle même plus. Hein, ils occupent les provinces. Bon. Et ils avancent du côté. Et ils disent, on fait la paix. Bon, alors, et qu'est-ce qu'ils disent quand ils ont fait la paix? On veut départ de l'OTAN, ça c'est clair, mais ils l'ont toujours dit. Mais c'est pas d'aujourd'hui, ils veulent pas l'OTAN, mais c'est pas d'aujourd'hui. On le rappelait tout à l'heure avec, ça avait été dit depuis l'an 2000, hein, ça a été dit. Pas d'OTAN là-bas. Deuxièmement, ils nous disent, les 4 provinces, elles sont maintenant devenues russes, et la preuve c'est qu'on les a occupées. Ouais, donc elles sont à nous. C'est clair. Bon, c'est la réalité du terrain. Et vous avez en face des gens, nous d'ailleurs, notre pays, qui disent mais non, il ne faut pas accepter ça. Et parce qu'on dit on n'accepte pas, alors on continue la guerre. Une guerre dans laquelle toutes les clés sont entre les mains des Américains, puisque les photos qui servent, maintenant la guerre moderne, hein, une petite section, une section, elle a des photos du terrain en face d'elle en permanence, plus les drones qui lui permettent de savoir ce qui se passe, c'est plus du tout comme avant. Bon. Elle a les photos par qui? Par les Américains. Les radios, comme tous les centres de transmission avaient été bombardés par les Russes dès le départ, il n'y avait plus de radio dans les troupes. Hein. Bon, c'était... les Américains ont proposé avec le réseau d'utiliser le réseau Starlink, de remplacer les liaisons militaires par le réseau Starlink. Et du coup, toutes les liaisons de l'armée ukrainienne passent par satellite. Et du coup, il n'y a plus moyen de les détruire, évidemment, si ça passe par satellite. Et ça marche très bien. Oui, mais c'est totalement américain. Si demain matin, ils coupent les liaisons Starlink, il n'y a plus d'armée. Donc, si vous voulez, ils sont totalement dépendants des décisions américaines. Et ça qui me fascine, c'est que Trump les tient, mais par la gorge comme ça. C'est pas nous qui pourrons remplacer avec nos moyens, bien entendu, pour arrêter de rêver. Malheureusement d'ailleurs, hein. Mais pas nous qui pourrons remplacer les Américains dans cette affaire-là. Donc les Américains les tiennent, et pourquoi les Américains laissent faire? C'est parce que les Américains, au départ, ils ont dit, bon, là, c'est clair, la solution proposée, l'accord entre nous et les Russes, il est clair, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que c'est la solution logique au stade où on en est, stade militaire où on en est. Bon, les Européens ont dit à Zelensky, surtout ne négociez pas. Bon, il dit, je négocie pas avec l'appui des Européens, ok. Hein, et résultat, eh ben, tous les jours, il y a des pauvres types qui se font tuer, les Russes progressent, et je dis, bientôt, on ne discutera même plus de l'arrêt sur les 4 provinces, parce qu'ils seront plus loin. Donc, voyons sérieux, à quoi ça sert? Récemment, à quoi ça sert? Arestovitch, l'ancien conseiller de Zelensky, donc premier collaborateur, a récemment déclaré sur un média ukrainien, soit c'est maintenant et c'est 4 oblasts, soit c'est dans 6 mois et c'est 6, soit c'est dans 1 an et c'est 8. Mais exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on continue comme ça, le deuxième étape, ça sera le Dniepr, et si on continue encore, ça sera toute l'Ukraine. Il y a un moment où on se demande si les Occidentaux, enfin les Européens en l'occurrence, parce que là c'est pas Trump qui veut faire la paix, hein, on se demande, mais qu'est-ce qui passe par la tête de nos dirigeants pour pouvoir continuer à faire la guerre? Justement, qu'est-ce qui se passe? Si on prend un de vos équivalents aux États-Unis, John Mearsheimer. Oui. Remarquable. Oui. C'est pas parce que vous dites votre équivalent, c'est parce qu'il est vraiment remarquable. C'est parce qu'il est remarquable, vous êtes remarquable, que je dis c'est votre équivalent. Enfin, et puis c'est chef de file, si on peut dire, oui, un des chefs de file. Ah oui, indiscutablement. Mearsheimer, oui.
qui défend les intérêts de son pays. Lui aussi a été accusé d'être russe, Bien sûr. de ridicule, puis ça a différentes guerres, il a fait West Point, tout ça n'a aucun sens. Et lui, il dit, notre problème en tant qu'Américain, c'est la Chine. Et là, Mais avec oui. l'Ukraine et l'Iran, on va être englué dans une Mais- guerre infinie. Mais c'est ça qui est terrible. D'ailleurs, le Nimitz, le Mais très oui. grand porte-avions américain, a été déplacé de la zone où il opère face à la Chine Mais oui, vers mais la mer Rouge, mais oui. vers le mais Golfe Persique. vous avez tout à fait raison. On est aujourd'hui, les néoconservateurs américains poussent à la guerre, on continue à pousser la guerre en Ukraine. Bon, le lobby, mais il n'y a pas que le lobby, les néoconservateurs, toujours aux États-Unis, trouvent que c'est très bien ce qui se passe dans le Proche-Orient. Bon, mais la réalité, c'est que le vrai problème des États-Unis, et là, Trump, il a 1000 fois raison. Puis avant, on le disait déjà, donc faut pas non plus. Biden lui disait, seulement Biden, il voulait faire la guerre. Et Barack Obama disait. Seulement, je me souviens, Biden, lui, il disait, je vais vous faire la guerre, carrément. Trump, il dit, non. Il dit, je vais mettre une pression terrible sur la Chine, militaire, civile, économique et tout, pour vous amener à négocier. Parce que Trump, c'est vrai que c'est pas un guerrier, enfin, il n'aime pas la guerre. Il aime la force, et montrer qu'il est fort s'il le veut, mais son truc, c'est pas la guerre. Il pense qu'on peut résoudre les affaires par l'économie. Pourquoi il n'a pas tort? C'est quand même plus simple et ça pose moins de problèmes. Et là, on voit vraiment que l'État profond américain fait tout pour l'empêcher d'aller vers ça. Et que malheureusement, certains Européens, parce que je note que l'Espagne n'est pas dans le coup, que l'Italie n'est pas dans le coup, il y a plein de pays européens qui refusent de se mettre dans le coup, aussi bien d'ailleurs pour Israël que pour l'Ukraine. Hein. Oui. Vous remarquerez le silence de tous les autres pays, parce qu'eux, ils ont compris. Et nous, on est quelques-uns, à rester encore sur un schéma. Non, bien sûr que l'ennemi, c'est la Chine. Le vrai ennemi, c'est la Chine. Adversaire, en tout cas. Oui, mais attendez, le vrai ennemi, non, mais tu viens ennemi. Pour les c'est Américains. très fort, quand même. Ah oui, mais pour l'Amérique, c'est l'ennemi parce qu'il prend sa place. Donc, il prend sa place. Et l'Amérique a été la première puissance mondiale. Tout indique aujourd'hui qu'en 2049. Sauf que c'est un monde multipolaire. Ah oui, justement. Mais dans le monde multipolaire, il y aura quand même un pays qui sera plus puissant que les autres, sur le plan PIB et tout. Ce sera la Chine. Hein. Toutes les prévisions du FMI, hein. Là on prend les prévisions américaines, comme ça c'est pas discutable. Le FMI dit bien en 2049, c'est la Chine qui est numéro 1, les États-Unis numéro 2 et l'Inde numéro 3. Hein. Et en 2075, c'est Chine, Inde, États-Unis, Indonésie. Eh oui. Donc il faut regarder tout ça, parce que ça c'est très important pour la suite. Donc je pense qu'on fait des combats perdus d'avance, parce qu'on n'est plus dans le coup. Et là, vous pensez qu'on peut sortir, qu'il y a une sortie du bourbier, de ce début de bourbier israélo-iranien, avec cette attaque fantastique et terrible qu'a menée Donald Trump sur les 3 centrales, et puis la riposte, foudroyante iranienne annoncée en disant, oh là là, attendez. 12 heures à l'avance. Non mais tout le monde ment à qui mieux mieux. Ou est-ce que c'est un cirque, un Oui, théâtre mais je crois que c'est tout le monde ment à qui mieux mieux. Si vous voulez, quand il y a eu le bombardement, alors Dieu sait si on nous a préparé, on a fait une opération de communication là-dessus. Ce fameux bombardement américain, c'est vrai que d'une part, bon, c'était les seuls à posséder les avions et les bombes pour pouvoir le faire, ça c'est sûr, et que Israël était dans une impasse. Il faut dire la vérité. Israël avait annoncé qu'ils allaient détruire les installations nucléaires, et dès le début, Netanyahou savait très bien qu'il ne pouvait pas. Parce que, comme on disait, le pays se retrouve à risque parce qu'il reçoit des missiles qui passent. On va y venir. Mais oui, mais là aussi, il y a des mensonges. Mais au départ, et Netanyahou a lancé la guerre contre l'Iran sur une base d'un mensonge éhonté, en disant, vous allez voir, on va casser le site nucléaire. Ce n'est pas vrai. À Fordo, les installations sont à 80 mètres sous terre. Aucune bombe israélienne a la capacité de le faire. À Natanz, elles sont à 40 mètres sous terre. Aucune bombe n'a la capacité de le faire. Donc, on savait bien. Il y a plein d'installations secrètes. Ouais, mais attendez, les Iraniens, ils ne sont pas idiots. Tout est souterrain. Et quand c'est souterrain, c'est très compliqué. Parce que les bombes n'y arrivent pas. Et tout le monde dit que ça a été déjà compliqué avec les Houthis. 6 semaines de bombardement, finalement, alors que les Houthis, c'est quand même pas l'Iran. Oui.
mais vous avez raison, vous avez raison. Leur missile, Alors, oui, mais regardez, les missiles. On nous a dit, les missiles, vous allez voir, ça y est, on maîtrise totalement le contrôle aérien, donc nous, Israéliens, on va détruire tous les missiles. Bon, les missiles, qu'est-ce qu'on avait vu lors du tir de missiles? Là aussi, parce qu'il faut se souvenir des choses, il faut les regarder. Quand il y a eu le tir, vous savez, des missiles iraniens en réplique à l'attentat qui avait eu lieu par les Israéliens contre... qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un tir, ce qu'on appelle de saturation. Ils ont tiré, c'est au lieu de tirer un missile par un, ils vous en tiré 100 en même temps. Alors en face, on vous dit, il y a le fameux dôme de fer. Mais le dôme de fer, quand vous avez 100 cibles à tirer en même temps, qui ne vont pas à la même vitesse et qui se déplacent dans tous les sens, et qui en plus, pour certaines d'entre elles, évoluent parce qu'elles naviguent, qu'est-ce qui se passe? Les missiles, et on en tire, il y en a beaucoup qui loupent leur cible. Eh oui. Et puis, mettons, alors vous en avez sur 100, vous en avez 100 missiles, et vous en avez 10, 15 qui vont passer. C'est plus un dôme de fer s'il y en a 15 qui sont passés. Dans le premier tir qui avait eu lieu à l'époque, c'était très intéressant, ils avaient touché 2 bases aériennes israéliennes. Alors bien sûr, les Israéliens, on va parler, c'est normal, secret militaire, censure et tout. Mais ils avaient touché 2 bases militaires et un centre, je me souviens bien, du Mossad. Bon, là, depuis le début, il y a évidemment des missiles qui sont touchés par le dôme de fer, mais il y en a qui passent et un bon nombre. Alors, on nous montre les 3 ou 4 qui ont touché des bâtiments civils en disant, vous voyez, c'est des salauds. Moi, j'aurais aimé, mais évidemment, ils ne vont pas le faire, qu'on nous montre, par exemple, si j'en crois ce qu'on m'a dit, j'aurais aimé à Beersheba, pas voir l'immeuble éventré en centre-ville, j'aurais aimé aller voir les missiles qu'ils ont tirés sur le centre de l'unité 8200, 7200. Parce qu'il paraît qu'elle a été sérieusement touchée, celle-là. Et là, c'est tous les hackers, vous savez, qui ont fait Pegasus, c'est tout. Donc, les gens en plus qui ne travaillent pas que contre l'Iran, c'est moi qu'on peut dire. Donc, vous voyez, et il y a plein de choses. Il semble bien aussi qu'ils aient touché des bases militaires. On va de nouveau les 2 bases aériennes, mais qu'ils aient touché un centre du Mossad, qu'ils aient touché un centre. Alors, il y a. Oui, c'est omerta complète. Il y a omerta complète. On dit même qu'ils ont touché la villa de Netanyahou. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une télé indonésienne. Parce que pour avoir des infos là-dessus, en Europe, il n'y a rien. Les Al Jazeera et autres, ils n'en parlent pas non plus, parce que dans le fond, les Saoudiens, les Émiratis ne sont pas tristes, que des 2 côtés ils se tapent dessus, parce que ça les affaiblit par rapport à eux, donc je suis très content. Il faut aller en Asie pour savoir ce qui se passe. Alors l'Asie raconte. Donc si vous allez sur les chaînes YouTube et autres d'Asie, vous découvrez par contre des images, des commentaires. Alors il faut faire attention, bien sûr. Mais quand même, il y a des trucs qui visiblement intéressants. Parce que là, on sort de la censure. Alors, comme Israël a voulu manger la grenouille, a voulu manger un bœuf un peu trop gros, est-ce qu'il y a une option de sortie là, en fait? Ils étaient dans chacun puisse dire, nous on a résisté, les Iraniens. Moi, je pense qu'ils étaient dès le départ dans une impasse. Je crois que Netanyahou, lui, dans sa fuite en avant, a dit je suis en train de plafonner en ce qui concerne Gaza, je vais en profiter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité. Effectivement, dans la négociation entre les Iraniens et les Américains, il y a un moment, les Iraniens ont demandé trop. Donc, la négociation s'est bloquée. Et à ce moment-là, j'imagine facilement Netanyahou, qui est au courant de l'état de négociation, et qui a dit aux Américains, écoutez, vous voyez bien, il faut leur mettre un coup sur la tête, laissez-moi faire, vous allez voir ce que vous allez voir. Et les Américains, on l'imagine très bien, on dit, ouais, dans le fond, il faut les faire céder, ces Iraniens, donc allez-y. Bon, et l'autre, il a dit, ça y est, j'ai gagné ma guerre. Mais lui, son problème, c'était qu'une fois qu'il avait lancé cette guerre, il fallait impliquer les Américains dedans, pour qu'elle devienne une guerre qui ne s'arrêtait plus. Donc, or, c'est là où Trump, il a pas si mal joué que ça. Trump, on critique souvent, il a bien joué. Il n'a pas voulu se laisser entraîner dans une guerre générale. C'est très intéressant ce qu'il a fait, parce qu'il a fait le bombardement. Je reviendrai peut-être sur les dégâts du bombardement. Mais il a fait le bombardement
qui est un sacré coup de semonce pour les Iraniens, parce que mine de rien, c'est de dire aux Iraniens, hey, j'envoie des bombardiers depuis les États-Unis qui évitent tous les pays européens pour éviter d'avoir annoncé quoi que ce soit à quiconque. Vous savez qu'on n'a pas été prévenu ni personne. Et pourquoi on n'a pas été prévenu? Parce que le trajet de vol des B2 a suivi l'océan, puis l'intérieur de la Méditerranée. Il n'est jamais passé sur un des pays européens. Donc, on n'a pas demandé d'autorisation de survol. Vous voyez? Bon. Ils sont arrivés. Ils balancent leurs 12 bombes, je crois qu'il y en avait 12, hein, 10 ou 12, peu importe, sur Fordo et sur Natanz. Qu'est-ce qui s'est passé? Natanz a été détruit, ça c'est sûr maintenant, parce que Natanz, je vous l'ai dit tout à l'heure, était à 40 mètres. Les bombes B2 descendent à 50 mètres avant d'exploser. Alors on vous disait, oui, mais à Natanz, il y avait 12 mètres de béton. Entre 28 mètres, si vous voulez 40 mètres, il y avait 12 mètres de béton. Mais ces engins-là, ils percent même le béton. Donc Natanz, effectivement, a été... Le célèbre GBU 57. C'est fini. Mais Fordo, à 80 mètres, ils n'y arrivent pas. Parce que les bombes à 50 mètres, elles explosent. Et comme c'est du sol dense, et puis bien sûr qu'il y a aussi des renforts de dessous, y compris le béton, ben vous ne faites pas d'illusion, à Fordo, il n'y a rien eu. Si, il y a eu quelque chose à Fordo, c'est que l'explosion est tellement forte qu'il y a eu un tremblement de terre, si vous voulez, l'équivalent d'un tremblement de terre. Tout a bougé, tout a vibré, donc on peut penser que ça a déséquilibré, bon, cassé un peu, mais ça n'a en aucun cas détruit. Donc, on revient au problème précédent, puisqu'ils peuvent toujours faire la bombe. Eh oui, il faut arrêter de dire tout va bien. Non. Ah oui, ça n'a pas changé. Rien. Mais oui. Donc, il n'y a pas de régime change. Eh oui, donc c'est bien. Donc, la thématique de régime change qui est eu. Ah oui. Donc, c'est pour ça. Alors, quand Trump a dit, j'ai mis là, j'aurais donné un grand coup sur la tête et en disant, oui, vous voyez ce qu'on est capable de faire. Hein, alors maintenant, vous arrêtez vos bêtises, il faut négocier. Mais justement, quand il a fait ça, il n'a pas dit il faut négocier, mais il a dit en même temps, il a dit attention, je ne viens qu'une fois, c'est un coup de semonce, je ne fais pas la guerre à l'Iran. Et ça, c'était pour les Israéliens, parce que c'est pour dire à Netanyahou, tu ne m'entraîneras pas dans ta guerre. À partir de ce moment-là, on était dans une impasse totale et il fallait qu'il négocie. Des deux côtés. Et c'est ce qu'il a fait. Mais les deux sont perdants. Bon, Israël est perdant, parce qu'il n'aura pas réussi son coup. Hein. Et les Iraniens ne sont pas gagnants non plus, parce qu'ils ont quand même pris une sacrée volée. Hein. Chacun pourra dire médiatiquement, nous avons résisté, ou on a fait des dégâts. C'est comme toujours, on va dire on est formidable, on est sorti. Bon, voilà. Allez, question rapide pour finir. Vous pensez que le Groenland va, parce que les États-Unis vont conquérir le Groenland? Alors moi, je vais être très cynique, hein, mais c'est un peu comme ça, moi, c'est comme ça. Combien il y a d'habitants au Groenland? En gros, 50 000. 50 000, d'accord? Bon. Quel est le niveau moyen, le niveau de vie, enfin le salaire moyen d'un Groenlandais? Parce que vous savez qu'au Groenland, il n'y a pas de route entre les villes, et la plupart des gens sont des malheureux. Hein. Je ne parle pas des malheureux Esquimaux, des Inuits, hein, qui crèvent la faim et qui mangent leurs poissons, mais même les autres, il n'y a rien. Bon. Donc, un niveau moyen, allez, 2000. Très fort taux de suicide, de dépression. Ouais, bah oui, et pour cause, ils n'ont rien à faire, ils boivent et ils se tuent. C'est terrible. Hein. Bon, qu'est-ce qu'ils gagnent? 1500 euros? Enfin, pas plus, 2000 euros maximum. Bon, par mois. 25 000 euros si vous voulez par an. Allez, d'accord. Hein? Bon. Alors, je suis M. Trump. Je dis que je veux le Groenland parce qu'il y a des terres rares, ça me permettra de mettre mes missiles à la frontière, pour plein de raisons, et puis de surveiller le pôle, l'océan Arctique, qui est plein de richesses, et où là, il y a plein de trucs que je veux récupérer. Bon, donc, j'ai besoin du Groenland. Bon, alors, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Vous, les Groenlandais, vous voulez l'indépendance. C'est vrai. Donc, je fais pression sur le Danemark et sur l'Europe en disant, vous êtes des colonisateurs, puisque vous empêchez les Groenlandais d'être indépendants. Ça marche. C'est inattaquable. OK? Et après, je vois tous les 50 000. Je leur dis, voilà, je vous donne, et j'expliquerai pourquoi après, mais c'est sérieux mon truc. Je vous donne à chacun 200 000 euros. 50 000, hein.
je donne 200 000 euros à chacun. Le type, il dit 200 000 euros, je gagne. Ça veut dire 10 ans de salaire d'un coup, je peux me payer une maison, je peux être riche, je peux m'acheter un magasin et tout. D'accord? Au soleil. Bon, ça coûte combien? 50 000 par 200 000. Hein? C'est pas grand-chose, ça fait 10 milliards. Bon. Combien les États-Unis ont toujours racheté les territoires extérieurs. La Louisiane, on l'a acheté à la France. L'Alaska, on l'a acheté à la Russie. Eh ben là, ils achètent le Groenland. C'est vrai que l'exemple, c'est que ça marche mieux que des guerres. Infinies. Mais attendez, mais pourquoi faire la guerre? Moi, je vous garantis que c'est... Alors, bien sûr, vous aurez quand même... Il y a des gens qui, pour des raisons idéologiques, humaines, il y a tout ce que vous voudrez, diront c'est un scandale, je ne sais pas. Mais sur les 50 000, moi, il y en aura 1000. Je suis cynique. Vous pensez que le Groenland sera le 51e État? Un jour. Ou alors ils trouveront un truc, ça sera peut-être pas un État total, mais ils trouveront une astuce. Mais pour moi, le problème est réglé. Oui, comme Porto Rico, exactement. C'est pas, mais c'est pas tout en étant. Et c'est clair. Ils ont besoin des terres rares qu'il y a là-bas, c'est clair, et ils vont pas les lâcher. Et puis, je vous le disais, parce que pas pour rien, je vous disais le pôle arctique, c'est que l'océan Arctique est en train de se libérer de ses glaces beaucoup plus vite que prévu. Il y a des richesses considérables dans cette zone-là, et les Russes et les Américains disent tous les deux, il faut qu'on les exploite. Vous voyez? Alors les Russes, ils ont été posés avec un sous-marin atomique, le pavillon russe au pôle Nord, en disant hey, c'est nous, c'est à nous. Les Américains disent non, ça peut-être que ça c'est à vous, mais regardez-nous, on va avoir le Groenland, on va avoir... Oui, mais on est en plein dedans. Et nous là-dedans, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Emmanuel Macron est allé là-bas à dire non. Oui. Et vous avez vu qu'après, Trump a dit d'ailleurs que Macron n'avait jamais rien compris. Il a bouffé aujourd'hui. Mais oui, et c'est terrible d'entendre ça, mais si vous voulez, mais qu'est-ce que l'État allait faire honnêtement? Alors, ça aurait été Madame von der Leyen, encore présidente de l'Europe. Je veux bien. Elle ne l'est pas encore. Hein. Comment? Ça y est, elle ne l'est pas encore. Bon, enfin, elle se comporte comme si elle était présidente. Hein? Oui, je suis bien d'accord avec vous. Elle est juste que présidente de la commission. Mais dans la réalité, regardez sur la défense, elle est intervenue sur les défense en contradiction avec tous les traités qui régissent l'Union européenne. Hein. Car là, la défense, c'est sacré, ça a toujours été les pays, depuis le début. Oui, c'est la fédéralisation en bas. Non. Bon, là, malheureusement, c'est... Et justement, c'est bien pour ça que je vous disais. Si c'était elle qui l'avait fait, bon. Elle avait fait, déjà qu'elle se croit, elle se comporte comme une présidente de l'Europe, on dirait, bon, elle défend l'Europe, mais c'est même pas ça. Le Français qui dit, en plus, nous, qu'est-ce qu'on a à voir au Groenland? Rien. Si je suis honnête, on a eu un livre de Jean Mallory, vous qui êtes un lettré, l'ethnologue Jean Mallory qui avait écrit un bouquin sur le formidable, d'ailleurs, dans la collection Terre humaine, un bouquin sur les Inuits, qui était le plus beau, un des plus beaux livres qu'on a il y a 50 ans, 60 ans. Il y a 60 ans, il avait écrit un livre là-dessus. Ça fait quand même un lien ténu. Oui, c'est vrai. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que ces frictions de passage d'un monde ancien à un monde nouveau, multipolaire, sont en fait en voie de résorption ou qu'il y a un risque de conflit nucléaire? Moi, je n'ai jamais... Alors, peut-être parce que je suis un gaulliste et que j'applique ce qu'on m'avait dit à l'époque, mais je ne crois pas une seconde à la guerre nucléaire pour une raison très simple. C'est que si un balance une bombe nucléaire, l'autre en face, il en... Donc, si vous voulez, les pertes sont... La réponse est immédiate et en plus, il y a toutes les chances qu'elle soit plus forte que ce qu'on a fait. Donc, si j'envoie une bombe... Mais c'était valable pour l'Iran, d'ailleurs. D'ailleurs, l'Iran, les gens n'en parlent pas, mais dans l'affaire de l'Iran, c'est très intéressant. Qui a voulu une bombe? C'est jamais été les mollahs. C'est le Shah d'Iran qui a voulu, Reza Pahlavi, qui a voulu une bombe et qui a demandé aux Français qu'on l'aide à la faire. Comme on avait aidé la bombe en Israël, parce que c'est les Français qui ont permis aux Israéliens d'avoir la bombe.
Bon, alors on avait aidé Israël, le Shah d'Iran a dit, mais attendez, c'est pas normal, vous avez aidé les Israéliens, il faut m'aider aussi, parce qu'il faut un équilibre de la terreur. Et quand vous voyez les autres, on l'a jamais dit, Khomeini, il a fait une fatwa contre le nucléaire. Lui, il a carrément dit, il faut pas faire la bombe c'est haram, c'est interdit, selon les... parce qu'on tue trop de gens. Bon, depuis les choses ont changé, c'est vrai que même si la patronne du service de renseignement américain, Tulsi Gabbard, a dit récemment que les Iraniens n'étaient pas prêts d'avoir la bombe avant longtemps, ce qui est quand même un peu étonnant avec tout ce qu'on a entendu de la part d'Israël. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut croire Mme Gabbard ou est-ce qu'il faut croire Israël? Moi, j'ai tendance à croire Mme Gabbard, mais je suis vrai parce que je pense quand même qu'elle a de meilleures informations qu'une Israélienne. Ouais, mais enfin bref, mais c'était un motif pour faire la guerre. On a trouvé, on l'a fait. Bon. Mais ce qui ne veut pas dire donc, que ces derniers temps, ils ne cherchaient pas à avoir la bombe, les Israéliens, c'est clair. On ne monte pas leur affinage. Non, mais c'est fondamental, je pense que tout ce que vous dites, en fait, vous avez des questions un peu naïvement, mais c'est parce qu'on a aussi des gens qui nous écoutent qui sont plus jeunes et qui ont perdu le rapport à ce qu'est réellement une dissuasion nucléaire. Mais oui, la dissuasion nucléaire, c'est... Il y a une frappe. Mais non, exactement. Si vous envoyez une bombe, et les Israéliens disaient aussi, ils disaient, on a besoin de ça pour faire le pendant des autres. Mais ensuite, quand les Iraniens ont dit, mais nous on veut aussi, ils disaient la même chose. Ils disaient, nous on veut la bombe, non pas pour taper, mais pour que si Israël voulait nous envoyer la bombe, on puisse répondre. À partir de ce moment-là, plus personne ne l'envoie. Parce que c'est ça l'enjeu. En fait, mais oui. Israël ne craint pas tellement une frappe nucléaire, ça n'a pas de sens. Ils vont pas raser Jérusalem, non, je ne pense pas. Ouais. Mais parce que si les Iraniens avaient l'arme nucléaire, tout à coup, il y a l'équilibre des puissances, et donc, il faut s'arranger autrement que par le conflit. Mais exactement, il faut négocier. D'ailleurs, on l'a vu entre Pakistanais et Indiens. Mais on le voit. Même si ça fonctionne. Mais exactement. Regardez le Pakistan et l'Inde, ils ont tous les deux la bombe. N'empêche qu'ils l'utilisent pas l'un contre l'autre. Et pourtant, il y a des tensions. Il y a de grandes tensions. Les Américains et les Russes, ils avaient la bombe, ils ne l'ont pas utilisée. Dans les conflits locaux où les deux parties se sont retrouvées face à face, on ne l'a jamais utilisée. Et les Français non plus, d'ailleurs. Bon. Donc, on voit bien, la bombe, c'est bien la dissuasion. Le concept français, parce qu'au départ, c'était pas ça. Les Américains, quand ils ont mis les bombes sur Hiroshima ou Nagasaki, c'était bel et bien pour casser le moral des gens en face. Mais nous, c'est les Français qui ont introduit les concepts de dissuasion. Ils ont dit, mais non, la bombe, quand vous l'avez, vous dites à l'autre, il suffit d'en avoir une avec un missile et de dire, si jamais vous nous attaquez, vous la prenez sur votre capitale ou quelque part. Et les choses s'arrêtent. C'est ça la dissuasion. Or là, eh bien, c'est bien ce qu'on voit. Là, tout c'est une affaire de dissuasion. Est-ce qu'a compris Kim Jong? Pardon? C'est qu'a compris Kim Jong en Corée du Nord. Bon, on n'arrête pas de m'embêter. Non, mais attendez, mais quand j'avais fait, moi, dans ma chaîne, j'avais fait une émission sur le Corée du Nord en disant, vous ne connaissez pas la Corée du Nord parce que vous êtes complètement influencé par tout ce qu'on nous raconte. Alors c'est vrai qu'ils sont particuliers. Je ne vais pas vous dire que Kim Jong est un merveilleux, un chef d'État merveilleux, un démocrate et tout ça. Pas du tout. C'est pour moi que vous ne me ferez pas dire ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que les spécialistes étaient venus nous expliquer. C'est que les Coréens du Nord, depuis la guerre en Corée, c'est-à-dire depuis 1900, la paix en Corée, c'était en 52, sur la ligne de front à Panmunjom entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, eh bien, depuis ce moment-là, les Coréens du Nord ont une angoisse permanente d'être attaqués par les Américains, ou par les Coréens du Sud, je sais, par les Américains, et à l'époque, les Américains avaient la bombe nucléaire. Donc, le problème pour les gens du Nord, des Coréens du Nord, c'était de dire, il faut absolument qu'on ait la bombe, parce que le jour où on a la bombe atomique, on dira aux Américains, hey, d'accord, vous pouvez nous envoyer une bombe, mais nous, on rase la Corée du Sud, et peut-être plus loin, et pourquoi pas au Japon ou ailleurs. Et là, et c'est pour ça que Trump, il a été voir, quand il a compris ça, Trump, qui est plus malin que les autres, pour ça, il a été voir, non, ils ont, mais attends, on veut pas la guerre contre toi, on va se mettre d'accord.
Et entre parenthèses, moi je peux vous dire la fin de l'histoire, ça se passera par la fusion de la Corée du Nord et la Corée du Sud. Parce que la Corée du Sud, elle ne fait plus d'enfants. 0,60, hein. Vous vous rendez compte? On est à 2 pour simplement renouveler la population. Ils sont à 0,60. C'est-à-dire que la population de Corée du Sud est peut-être un pays formidable au niveau économique, mais elle s'effondre. La Corée du Nord, au contraire, c'est un pays pauvre. Ils fusionnent tous les deux. C'est réglé. La Corée repart avec les gens du Nord qui sont bosseurs, hein, parce qu'ils travaillent comme les Coréens du Sud. Hein. C'est dans le nucléaire, voilà. Ça devient une puissance. Bah oui. Donc c'est tout ça qui est assez passionnant d'ailleurs à suivre. Et là, on voit que dans ces affaires-là, il faut des gens qui sont capables de se remettre en cause, de voir les choses différemment. C'est là qu'on n'a pas compris Trump en Corée du Nord, mais si, lui, il avait, ce que je vous dis là, lui, il avait parfaitement compris. Hein. C'est ça. Eh bien, merci, monsieur Alain Juillet, pour ce tableau global. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Qui permet beaucoup de gens d'y voir plus clair et sur les événements géopolitiques majeurs qui secouent le monde, dans ce monde en mutation. Donc merci beaucoup et on vous réinvitera. Volontiers. Vous pouvez aussi écouter régulièrement Alain Juillet sur votre chaîne dont le nom tout à coup m'échappe. Openbox TV. Oui. Openbox TV. Voilà. Très très intéressant, toujours. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Et pour nos auditeurs, si vous avez aimé ce qu'on a fait et que vous n'avez pas encore cliqué, n'oubliez pas de liker, d'appuyer sur la cloche, de vous abonner si ce n'est pas fait, et de vous abonner également sur TikTok et Telegram. Ça nous permet de rester indépendants et de ne pas dépendre d'une seule puissance, parce que malheureusement, les réseaux sociaux sont aussi des instruments géopolitiques et de puissance. Et donc comme ça, on dépend un peu des Américains, un peu des Russes, un peu des Chinois, et malheureusement, on n'a pas encore d'Européens. Mais voilà, abonnez-vous sur ces différents réseaux. Et puis, je vous rappelle que nous allons, comme l'année dernière, suivre le sommet des BRICS. Cette fois-ci, c'est pas en Russie à Kazan, c'est à Rio, puisque c'est la présidence brésilienne. Comme on vous l'a dit, ça sera l'occasion, comme on l'avait fait à Kazan, d'aller parler avec les délégations, de faire des interviews en direct avec des gens qui sont en train, en acte, de façonner le monde. Et là, on aura la présence, en plus des 10 nouveaux pays, du Vietnam, Thaïlande, Kazakhstan, Ouzbékistan, Malaisie, Bolivie, de nombreux pays qui, en tout cas en termes de partenariat, rejoignent les BRICS. Et puis aussi, on couvrira juste avant la réunion des banques centrales, parce que ça aussi, c'est un enjeu important. Vous en parliez tout à l'heure, c'est la banque de développement payée par Mme Dilma Rousseff et qui concurrence évidemment le FMI. Voilà, alors pour nous soutenir, vous avez juste en dessous de cette vidéo un petit lien pour nous aider à organiser ce déplacement qui coûte assez cher évidemment et une aide même de 1 euro. Et bien nous, ça nous permet d'avancer. Je vous remercie d'avance pour ceux qui pourront le faire et on vous dit à très bientôt.